Alors, je m'appelle Christian Bouchard, je vais animer ce colloque aujourd'hui. Je suis évidemment très heureux et très fier d'animer ce colloque. C'est une première, c'est un colloque régional. Je ne crois pas avoir été aussi décoré de ma vie. Je pense que c'est la première fois que j'ai autant de décorations. Et je suis très heureux de porter chacune des épinglettes aujourd'hui des 3 collèges qui sont représentés par vous tous et vous toutes aujourd'hui. Donc, le Cégep de Trois-Rivières, le Collège Shawinigan, ainsi que le Collège La Flèche. Alors, vous avez, évidemment, vous voyez que dans votre pochette, vous avez l'horaire, vous avez également là où auront lieu les ateliers d'aujourd'hui. Je vois que monsieur est en train de tourner, vous avez tous signé le document permettant, autorisant la diffusion, parce que ça sera diffusé en boucle. On s'attend d'ailleurs à ce qu'il y ait un succès mondial. Vous doutez? Non? Merci. Et ça serait... Non, mais vous savez qu'avec le net aujourd'hui, on ne sait jamais, hein? On fait un truc, puis ça se retrouve tout à coup à Copenhague ou n'importe où. On n'en a aucune espèce d'idée, surtout si je fais une connerie. Ça risque de se retrouver de l'autre côté. Alors donc, il y aura, vous avez vu les locaux des ateliers. J'ai eu la chance de rencontrer tous ceux et toutes celles qui présenteront des ateliers aujourd'hui, que ce soit sur la motivation, l'art de questionner. Il y a sûrement une question que je ne poserai pas d'ailleurs. Et la dynamique du premier cours, le développement d'activités d'enseignement, enseigner à des jeunes et à des adultes. Tous ces collègues, généreusement, ont offert de leur temps pour vous préparer ce premier colloque. Et je tiens à vous donner l'objectif principal de ce colloque, c'est d'optimiser et d'harmoniser les compétences pédagogiques des chargés de cours par le développement d'outils pédagogiques et la mise en ligne d'une communauté de pratique. On en parlera un peu plus cet après-midi de cette communauté de pratique. Si j'ai appris quelque chose avec le métier et surtout avec les années, ça fait quand même 25 ans que je suis dans le métier, donc je commence à connaître un peu mon métier. Mais plus j'avance dans le métier, plus j'ai envie d'en connaître sur mon métier. Plus j'ai envie surtout d'échanger avec mes collègues sur mon métier et qu'on soit capable de voir à la fois nos bons coups et nos mauvais coups. Récemment, j'ai envoyé un courriel à des collègues que j'avais intitulé « Mon flop pédagogique de ce matin ». Et dans ce flop pédagogique, je racontais à quel point je m'étais gouré. Première période, ça avait été une catastrophe et au fur et à mesure que les minutes avançaient, j'avais vraiment le sentiment de m'enfoncer dans les sables mouvants. Vous savez, c'est les sables mouvants de la pédagogie. On avance, puis on se rend compte que l'attention diminue peu à peu, ça commence à regarder à gauche, à droite, la tentation de l'iPhone est toute proche. Enfin bref, là je sentais. Et là, vous avez le choix. Vous vous entêtez dans votre erreur ou vous modifiez sur le champ ce que vous aviez prévu. Et donc, ce flop pédagogique a eu comme résultat, c'est très intéressant, des échanges où des collègues, surtout, c'est curieux quand même, surtout des chargés de cours, qui m'ont écrit pour me dire « Ah, tiens, moi aussi, ça m'a fait du bien de savoir que oui, on peut faire un flop pédagogique et même on peut en faire un après 25 ans. » Là, je n'osais pas réécrire. Rassurez-vous, on en fait même plusieurs après 25 ans et on n'en fait pas qu'un. Donc, on est ici vraiment pour partager ce que nous avons en commun et aussi ce que nous avons comme différence. Je vous rappelle donc que c'est 3 cégeps et c'est une collaboration également de la table régionale de l'éducation de la Mauricie, que l'on appelle aussi la TREM, qui existe depuis 2001, qui est née d'une volonté générale de tous les partenaires du secteur de l'éducation à travailler en concertation pour permettre donc à différentes instances, organismes, de développer la région, autant sur le plan économique, mais tenant compte évidemment des priorités de développement en matière d'éducation. Vous savez, avec l'affiche que nous avions, d'ailleurs c'est une très belle affiche, on peut deviner les caractères de chaque enfant qu'on a sur l'affiche. Vous savez que depuis longtemps, le symbole de l'éducation, c'est ce fruit. Est-ce que quelqu'un aurait une idée de pourquoi, tout à coup, on a eu l'idée de faire de la pomme le symbole du savoir? Ça nous en dit long sur notre façon de voir le savoir. Avez-vous une idée? Est tombée sur la tête de Newton. Très bien. Elle est tombée sur la tête de Newton. Donc, on voit Newton, homme de science, tombe sur la tête, paf. C'est bien. Quand le savoir nous tombe dessus, habituellement, on en retire quelque chose. Ça, c'est la première chose. L'autre chose aussi, bien avant Newton, c'est le fruit. Oui, il hésitait avant de le dire. Ça a pris du temps. C'est un coquin.
Juste avant de le dire. C'est le fruit défendu, la pomme. C'est le fruit interdit. Alors, c'est un peu comme si, déjà, dans toute notre culture, on avait l'idée que le savoir, c'est quelque chose qui est interdit, qui n'est pas nécessairement accessible. Et notre but, évidemment, c'est de le transmettre. Maintenant, si je prends cette pomme, on m'a donné un couteau. On est vraiment maladroit ici. Et que je la coupe en deux. J'y trouve quoi? Le cœur de pomme. Et quoi d'autre? Des pépins. Eh bien, moi, ça me parle beaucoup. Des pépins. Chaque fois que vous aurez des pépins, dites-vous que c'est un fruit en attente. On va aller faire un tour du côté de vidéos témoignages qui ont été préparés. Ce sont des témoignages d'étudiants de la formation continue qui nous parlent de leur formation et de ce qu'ils ont fait, à la suite de quoi je vous donnerai peut-être une ou deux consignes à vous donner et je présenterai M. Desfossés. Les vidéos. Pour moi, le plus grand défi, après 7 années sur le marché du travail, a été plus au niveau mental, car j'avais une grosse charge de travail. Ce que je suis le plus fier, c'est mes notes, car plus jeune, j'avais de la difficulté avec mes notes. Maintenant, je suis fier de mon apprentissage que j'ai fait depuis le début de mon année. Un bon chargé de cours, c'est d'être constant, d'encourager, d'être à l'écoute de ses élèves et de vouloir toujours s'améliorer dans ce qu'il fait. Je pense que le plus grand défi, ça a été de rester mère et conjointe, puis d'apprendre la technique, comment réapprendre. Ça faisait 13 ans que je n'avais pas été à l'école. Fait que de se faire de la place, d'être capable de prendre un peu de temps pour moi, puis d'être capable de me retrouver une méthode, comment on apprend. La polyvalence, je pense que c'est quelque chose qui est bien important par rapport au fait que les gens qui arrivent ne sont pas tous pareils, ils apprennent pas tous de la même façon. Puis il y a un petit côté parfois difficile de personne à personne. Fait que je pense que le petit côté polyvalence, le petit côté motivateur aussi. La petite tape dans le dos quand c'est le temps. Puis le petit côté on se brasse quand il faut que ça se brasse un peu. Au niveau familial, d'être capable d'avoir un petit high five commun. Tout le monde être capable de dire qu'on a réalisé ce défi-là. Les enfants ont été capables de donner un petit coup de main à la tâche. Papa aussi a été capable. Puis moi, j'ai été capable de me prouver que je pouvais le faire, que c'était possible pour moi de retourner à l'école, puis de me prendre en main au niveau scolaire et réussir à accomplir cette charmante, lourde tâche. Le plus grand défi, c'est de conjuguer les tâches reliées au retour aux études à l'école, les examens, l'étude, les travaux et les tâches à la maison. Élever un enfant, faire les devoirs, voir à tout ce qui est prêt, de ne rien manquer, de gérer son temps, de choisir mes batailles, de savoir où je dépense mon énergie. C'est comme un marathon, avoir de l'énergie du début à la fin. C'est un grand défi d'être constant du matin au soir finalement pour être certain de veiller à toutes ces tâches-là, toutes ces occupations-là. D'être resté jusqu'à la fin, évidemment, de ne pas avoir lâché, de ne pas avoir été tenté vers la facilité, en fait, parce qu'on m'a offert du travail à 3 reprises. J'ai refusé, j'ai gardé mes buts. Ça, c'est important de garder la motivation
de ne pas oublier les raisons pourquoi on est au retour à l'école. Et puis, justement, d'avoir été constante dans mes efforts du début à la fin, je trouve que ça, je suis satisfaite de moi-même. Les chargés de cours, les enseignants, évidemment, on aime quand ils sont passionnés par ce qu'ils enseignent. Ça rend la matière intéressante. On aime bien aussi quand ils sont justes et équitables envers tout le monde, qu'ils soient empathiques à notre cause. On est chacun des situations différentes. Et puis, j'aurais un conseil aussi à leur donner, d'imposer une certaine discipline, de faire respecter les règlements pour qu'on puisse, autant les professeurs que les étudiants, bénéficier d'un environnement de travail adéquat. Voilà, alors je vous rappelle que vous allez retrouver ces vidéos sur le site de la communauté de pratique dont nous reparlerons un peu plus tard aujourd'hui. Et ce qui est très intéressant, puisqu'ils sont en ligne maintenant, c'est que chaque fois, des fois, vous vous demanderez, mais à quel public je m'adresse? Qu'est-ce qu'ils attendent de moi? Ben, vous avez quand même 3 bons exemples ici, et je crois que 3 bons exemples qui résument bien la situation d'ensemble. J'ai retenu le fait de cette dame qui dit qu'elle veut prendre du temps pour soi, pour elle. Le conseil sur la discipline, donc de créer un environnement de travail qui sera propice à l'apprentissage, ce qui n'est pas du tout évident, comme on le sait. On sera là d'ailleurs pour en parler. Et le fait de pouvoir ressortir d'une formation avec un sentiment de fierté. C'est ce sentiment d'identité professionnelle. Vous savez, c'est une chose qui me frappe après 25 ans dans le métier. Nous sommes dans une époque de changement peut-être sans précédent dans l'histoire du monde. Il n'y a jamais eu autant de changements aussi rapides. Quelque chose qui se passe là à l'échelle du monde, l'arrivée des nouvelles technologies, etc. Donc, on est dans cette espèce de mouvance. Il faut changer, changer, changer constamment. C'est extrêmement difficile de s'adapter à tous ces changements, et d'autant plus qu'identité professionnelle, étymologiquement, identité veut dire ce qui est identique. Donc, il faut que professionnellement, quand je me couche et que je me réveille le lendemain matin, je me retrouve face à la même personne quand je me regarde dans le miroir. Mais quand on change continuellement et qu'on est appelé à changer, le sentiment d'identité professionnelle peut se lézarder parce qu'on n'a plus l'impression d'être le même et d'avoir constamment à changer. Alors, ça sera à concilier ces 2 facteurs avec lesquels nous devons composer maintenant dans notre métier, l'importance de garder une personnalité, une identité professionnelle, en même temps qu'il faut s'adapter, s'ajuster, faire des changements, etc. J'en profite d'ailleurs pour introduire M. Jeannot Desfossés, qui vient prendre la parole, qui nous donne la première conférence de cette journée. M. Jeannot Desfossés, si vous voulez bien vous approcher, je pense que vous avez des choses peut-être à installer, c'est prêt. Alors, M. Desfossés, vous avez dans la pochette un résumé de son parcours. Vous allez voir, c'est quelqu'un qui est dans le domaine de l'enseignement depuis longtemps. Il était jusqu'à tout récemment au Cégep de Sherbrooke. Il a quitté au mois de novembre dernier, vous me disiez. Et Jeannot Desfossés également a été pendant longtemps, il l'est toujours. D'ailleurs, vous avez fondé, je crois, c'est l'entreprise Créagir. C'est bien ça? Créagir, donc vous pouvez cliquer, vous allez voir son entreprise, Créagir. Et M. Desfossés me disait que maintenant, depuis quelques mois, il travaille également dans le milieu hospitalier. Alors, vous savez comme moi que dans le milieu hospitalier, nous gagnons à ce que les gens travaillent ensemble. Quand on n'avait qu'un médecin de famille, et je dis bien quand on avait la chance d'en trouver un, mettons qu'on en avait un, déjà, il fallait s'assurer que s'il partait, les informations puissent transiter avec d'autres médecins. De plus en plus, on demande aux médecins, on demande aux gens qui sont en soins infirmiers, vite, à tout le personnel médical, à travailler de concert et à travailler ensemble pour le plus grand bien du patient. Je crois que c'est la même chose dans l'enseignement. Et ce n'est pas pour rien, à mon avis, que Jeannot Desfossés se retrouve maintenant à travailler dans des milieux hospitaliers parce que toute sa carrière, il a voulu prendre soin des étudiants avec lesquels il était, donc de prendre soin des gens qui prennent soin des gens dans les hôpitaux. Je trouve que c'est une suite tout à fait logique à sa carrière. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à M. Desfossés. Oui. Alors, bonjour tout le monde.
Je ne sais pas comment vous avez apprécié les 3 témoignages des étudiants, mais moi, ça m'a rappelé plein de choses et puis ça m'a aussi rappelé qu'il y avait des gens qui ont décidé de revenir aux études pour toutes sortes de raisons, qui ont mis beaucoup d'efforts et puis qu'à la fin, ils en sortent, ils sont transformés. Alors nous, comme formateurs, là je m'adresse à plusieurs formateurs, j'imagine que si je faisais l'addition de toutes les années d'expérience, on doit avoir quelque chose comme 2500 ans d'expérience en enseignement aux adultes. Et moi, je vais commencer par vous dire qui je suis un peu parce que, en fait, moi, j'ai fait un retour aux études il y a bien longtemps. J'étais en éducation spécialisée, j'étais éducateur spécialisé. Je suis revenu aux études et j'ai goûté à la médecine que vos étudiants goûtent. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait ma maîtrise en enseignement aux adultes, appelée communément l'andragogie. À l'époque, l'andragogie, c'était « qu'est-ce que c'est ça? Que c'est ça ?» comme diraient d'autres. Et là, tout le monde se sont mis à utiliser le mot sans trop savoir ce que c'était, mais en tout cas, ils disaient « ça doit être un andragogue ». Puis des fois, ils disaient « c'est quoi ça, un andragogue? » Les gens ne savent pas trop qu'est-ce que c'est. Fait que, en fait, mon intention aujourd'hui avec vous... oui? Ah, c'est pas assez fort. Vous m'entendez-vous, là? C'est-tu bon? Est-ce que vous m'entendez? Oui, bon. Alors, c'est ça. Donc, j'ai fait mon retour aux études, puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à enseigner aux adultes dans les AEC. Alors, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans les AEC en gestion, et je donnais tout ce qui avait, tous les cours qui avaient rapport à l'être humain, le travail d'équipe, la gestion des employés, etc., etc. Et ensuite de ça, j'ai fait de la formation sur mesure en entreprise. Et ensuite, on m'a engagé pour un projet très spécifique sur le support des adultes qui reviennent à l'école. Parce qu'on s'est aperçu que quand on revient aux études, il y a plusieurs enjeux. C'est pas bon, OK, aujourd'hui, tu perds ton emploi, dans 2 semaines, on t'a trouvé quelque chose, vas-y, c'est bon. Alors là, tu t'assois et là, le prof il dit « OK, on commence ». Mais on ne se soucie pas trop de tout ce que la personne, quand elle arrive sur nos sièges, elle a vécu particulier. Peut-être un deuil d'un emploi qu'elle a perdu. Puis là, on dit, bon, oublie ça, là, on apprend. On ne peut pas apprendre de façon si séparée, ça. On arrive avec notre bagage d'expérience, nos douleurs, toutes nos choses. Et nous, comme andragogues, ben, il y a quelque chose de l'ordre de, il faut en prendre soin de ça. Parce que la personne n'est pas toujours disponible à 100% à la connaissance qu'on va leur transmettre. Donc, il faut s'en occuper. Alors, les andragogues, je vous dirai plus tard quelles sont leurs visions, en tout cas le modèle andragogique, mais tout d'abord, je veux que vous réfléchissiez à votre identité professionnelle. C'est pour ça que je suis ici ce matin, c'est que pour que vous puissiez réfléchir à votre identité professionnelle et échanger avec les autres personnes. Vous êtes plein de gens intéressants ici. Là, vous êtes assis comme des bons étudiants à écouter. Donc, oui, je vais parler, mais vous allez souvent prendre la parole. La façon dont on va fonctionner, elle va être assez simple. D'abord, je sais, je présume, que les gens qui sont venus ensemble se sont assis ensemble. Alors, je suis sûr que vous connaissez bien. Donc, ce n'est pas avec vos collègues que vous allez échanger, mais je vais vous demander de changer de place. Je vais vous demander d'aller vous asseoir avec des gens que vous ne connaissez pas, pour pouvoir vous nourrir de l'expérience de gens que vous ne connaissez pas. Alors, ceux qui désirent, changez de place. Première chose à faire. Il y a des groupes qui peuvent se former ici, là, hein? Regarde, vous pouvez venir ici. C'est sur les premiers que ceux qui sont assis en premier, c'est eux autres. Pas du tout. Bon.
C'est bon? Alors, ceux qui ont voulu changer de place ont changé de place. C'est bon. OK, alors maintenant que vous avez changé de place, je vais vous demander, c'est sûr qu'on n'a pas l'emplacement là, pour faire des grosses tables de travail, mais quand même, vous allez échanger ensemble, parce que mon objectif, c'est que vous travaillez, pas moi, vous. Parce que c'est vous qui êtes ici pour vous, donc c'est à vous à faire le petit bout. Moi, je vais être le guide, parce que les andragogues, on se définit comme des guides et des facilitateurs, et non des transmetteurs de connaissances. OK? Alors nous, on s'occupe du climat, et on s'occupe de mettre ensemble plein de connaissances autour d'une table qui, eux, vont s'apprendre mutuellement des choses. Alors, je vais vous demander juste de vous tourner vers les gens de votre rangée, comme ça, là, puis de vous présenter, de dire qui vous êtes, d'où vous venez. Alors, quelques minutes pour vous échanger entre vous. Vous allez vous reparler. Vous allez vous reparler. OK. Alors, deuxième consigne. Je vous ai demandé de vous présenter rapidement, là. Il y en a qui ont dit, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu le temps. C'est mon programme, il faut suivre mon programme. C'est parce que des fois, on a ce réflexe-là comme prof. Excuse-moi, mais c'est le plan de cours. Il faut que je passe le plan de cours. Bien, vos besoins, on va s'en occuper, mais plus tard. Là, le plan de cours est là. C'est quasi pas exagéré, par exemple. Alors, ce que vous allez maintenant échanger, au-delà de vos noms, je vais essayer de vous retracer dans votre expérience de formateur. Là. Moi, j'utilise souvent le mot formateur. Je n'utilise pas le mot chargé de cours ou enseignant. Formateur. Pour moi, ça a plus de sens. Mais bon, je n'ai pas la vérité, là. Je n'ai que ma vérité à moi, là. Et je la partage. Mais bon. Alors, je vais vous demander de réfléchir à votre expérience, puis de dire quel est l'apprentissage le plus significatif que vous avez fait depuis votre début d'enseignement à des adultes. C'est quoi que vous dites? Moi, là, dans toutes mes années d'expérience, beaucoup ou peu, il y a un constat que je fais avec les adultes, c'est celui-là. Ça, j'ai appris ça. Il me semble que c'est mon premier apprentissage. D'accord? Échangez là-dessus. Ah, c'est vrai, donc, ce que j'ai dit. Un bagage et une réalité très, très différente. C'est quoi votre constat principal ou votre apprentissage principal? Alors, je vais vous demander de revenir. Là, dire, bien là, franchement. C'est tout le temps comme ça. Quand on leur donne la parole, ils n'arrêtent plus après. On ne peut pas donner notre cours. Ah, mais les adultes sont tous pareils. Alors, ça a l'air d'être intéressant dans le coin là-bas, là. Ça a l'air intéressant, hein? Oui, hein? D'accord. Alors, je vois que, dans le fond, je viens de mettre en contact des gens qui ont tous un background différent, des adultes, hein, qui arrivent de un petit peu partout, qui ont une formation différente. Mais déjà,
ça fait à peine 10 minutes que vous parlez, que déjà vous avez entendu quelque chose de l'autre personne, puis ça a peut-être fait du sens pour vous en disant « Moi aussi, ah oui, toi, moi j'ai jamais vécu ça, moi tu le vives un jour, ça se peut-tu que ça m'arrive? Peut-être que ça t'arrivera, peut-être que ça t'arrivera pas. » Mais vous venez déjà de commencer à construire un apprentissage de la journée. Mon objectif à moi, c'est de vous mettre en contact ensemble, parce qu'on vous a réunis ensemble, non seulement pour vous dire des choses, mais que vous appreniez mutuellement des autres personnes qui ont de l'expérience. Fait que mon objectif de la formation, de la conférence de ce matin, ce n'est pas vraiment une conférence, mais c'est de vous mettre en contact. Et moi, de vous donner mon petit fion, hein? Quelque chose que je dis, ben moi, puis je pourrais vous dire que mon expérience professionnelle, ma pratique, elle est assise sur un modèle qu'on appelle le modèle andragogique. C'est comme ça que j'ai construit mon identité professionnelle. Parce qu'avant d'aller faire ma maîtrise en andragogie, j'ai travaillé. Et quand je suis allé faire ma maîtrise, c'est là que je me suis aperçu que j'avais construit quelque chose sans savoir que c'était construit sur quelque chose. Il y avait des gens qui avaient pensé à ça avant moi, puis je pouvais faire des liens avec certains courants de pensée. Alors, prochaine question. Je sais que vous ne pourrez pas tout parler. Là, je suis à peu près sûr qu'il y a des gens qui disent, bien, on commençait à avoir du soin, puis là, ils nous arrêtent ça. Mais je vais faire ça tout le temps, de toute façon. Alors, parce que, dans le fond, je suis un appetizer un peu. Hein? Je suis celui qui... Tu sais, c'est ça. Je vais mettre la flamme, puis là, la flamme, elle va brûler toute la journée. Puis heureusement qu'elle va brûler, vous êtes là pour ça. Donc, deuxième question que je vais vous poser. J'aimerais ça que vous échangiez entre vous sur vous, là, pas ce que vous pensez que c'est, mais vous, quelle est votre conception de votre rôle face aux étudiants? Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi vous êtes là, vous, là? Là, dites-moi pas des choses super théoriques comme « Ah, je veux être... » Non, non. Dans la vraie vie, qu'est-ce que vous pensez, vous? Pourquoi vous leur enseignez? Quel est votre rôle face à eux? Alors, échangez là-dessus. Alors, un autre petit coup de frustration. Bon, alors vous venez d'échanger un peu sur votre vision de votre rôle, hein, parce que quand on travaille, on dit, ben moi je pense que mon rôle, c'est de leur transmettre des connaissances. Mettons que c'est ça. Mais dans la vraie vie, là, ça se fait comment ça? Parce que votre vision, elle s'actualise par vos gestes, par vos stratégies que vous allez utiliser, tout ça. Alors, simplement pour vous faire un peu, vous avez discuté avec les autres, puis peut-être que votre perception de votre rôle va bouger durant la journée, parce qu'il va y avoir des discussions, il va y avoir des ateliers qui vont faire « Ah, mon Dieu, je n'avais peut-être pas pensé à ça. Ah, j'ai peut-être pas pensé à cette particularité-là. Peut-être que je peux mettre ce petit ingrédient-là dans ma façon d'être avec les adultes. » Alors, je vais vous montrer un peu le modèle andragogique, simplement pour vous un peu mettre quelques éléments de recherche. En fait, le modèle andragogique, il faut dire d'abord que le modèle andragogique, c'est un modèle qui est lié à la pensée humaniste. C'est des humanistes qui ont développé ça. Souvent, on va entendre des noms comme Malcolm Knoll, qui a beaucoup été déterminant dans le changement face à l'éducation. Alors, c'est un Américain. Et lui, il a créé son modèle en disant, d'abord, le formateur d'adulte, l'enseignant, appelez-le comme vous voudrez, là, il est considéré comme un facilitateur d'apprentissage centré sur... Regardez bien ça, parce qu'il y a comme quelque chose qui a bougé par rapport à notre traditionnelle pensée que le formateur, c'est le transmetteur de la connaissance. C'est celui qui a la connaissance et qui dit « Écoutez-moi, je vais vous le dire ». Alors, il est centré sur l'apprenant, tout, pas sur le contenu, sur la personne. Il est centré sur le processus d'apprentissage, donc sur la façon dont la personne apprend, et non sur le contenu que je vais lui transmettre qui va faire qu'elle va se transformer. Mais dire comment elle apprend, cette personne-là. Est-ce qu'elle apprend plus de cette façon-là ou de cette façon-là?
il est centré aussi sur l'organisation de l'environnement éducatif. Notre rôle, c'est de mettre en place des situations pour que la personne apprenne. Qu'est-ce que ça veut dire, des situations? Ça pourrait vouloir dire, je vais les placer en équipe de travail. Ils vont être sur des projets concrets. Ils vont développer, par exemple, un modèle qu'ils vont présenter aux autres personnes. Ça peut être ça, l'environnement éducatif. Il est centré sur le diagnostic des problèmes d'apprentissage. OK, qu'est-ce qui fait que ça ne fonctionne pas actuellement, là? On est en train, on est à discuter d'un sujet, puis je sens qu'il y a un blocage. Bon, qu'est-ce qui fait que ça bloque? Alors, je vais regarder ça, je dis, ah, cette personne-là a des difficultés d'apprentissage là. Ah, le groupe a une difficulté là, donc je vais changer ma stratégie parce qu'elle ne peut plus avancer. Le groupe ne peut pas avancer parce que mon environnement ne leur permet pas d'avancer. Et la coordination des ressources et des informations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans la vraie vie? Ça veut dire, il y a des gens autour de la table qui ont des connaissances. Je vais les exploiter. Mais comment je vais les exploiter? Comment je vais faire que monsieur ici qui est à côté de moi, il y a 20 ans, par exemple, de travail comme en logistique et transport. Mais il n'y a pas de diplôme. Il s'en vient chercher un diplôme parce que souvent, ce qu'ils vont nous dire, c'est « ben moi, je viens juste chercher un diplôme ». C'est la première chose qu'ils vont nous dire. Puis on se rend compte qu'avec les mois qui suivent, ils se transforment. Puis ils disent « à vrai dire, c'est peut-être plus ça. Je suis peut-être venu chercher d'autres choses, mais je ne le savais pas. » Donc, cette personne-là, elle a des connaissances et je vais les exploiter. Comment je vais les exploiter? Peut-être que je demanderai à... Comment t'appelles-tu? Mario. Je vais peut-être demander à Mario. Mario, j'aimerais ça que tu me parles de ça. Tu as l'air d'être bon là-dedans. Tu vas devenir l'enseignant pour les autres. Parle-nous-en. Hey, c'est pas moi qui est le prof, c'est toi. Parce qu'il y a ça aussi, hein? Être andragogue, c'est pouvoir composer avec aussi la perception du rôle de l'étudiant qui dit, ben c'est toi le prof, tu devrais me le dire. Et quand on dit des choses, non, c'est pas de même. Je dis, ben qu'est-ce que tu veux que je te dise? Dis-moi ce que tu veux que je te dise. Donc, comme ça va être... Donc, il y a... Le local est habité. Le local est habité. Donc, notre coordination de ressources, c'est ça. C'est que je vais mettre en place des ressources. Je vais permettre des ressources qui vont faire en sorte que les gens vont évoluer. Et l'éducateur d'adultes crée un climat encourageant, souple, coopératif, propice à l'échange. C'est notre gros job. Il y a quelqu'un tantôt qui a dit, « Moi, je pense qu'on fait un travail d'animation. » Oui, tu en fais un. Parce que si tu dis du haut de mon savoir, je vais vous le dire, on crée un climat plus de « wow, c'est pas trop égal, là, il se passe quelque chose, je dois être bas. Moi, je dois être assis très bas là, parce qu'il est en train de me dire qu'il sait. » Valorise l'autodiagnostic des besoins. Les gens ont des besoins. Des fois, ils ne sont pas conscients toujours, mais si on les pousse dans leur réflexion, pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu viens chercher? De quoi tu as besoin? Ça met le petit hamster en marche, là. Il pense dans ce temps-là. Il trouve ça dur. Des fois, il dit, ben dis-moi, c'est quoi mon besoin? Parce que c'est toi qui es l'expert, tu sais. Donc, les andragogues ne se placent pas en situation toujours d'expertise. Ça peut arriver qu'on s'en serve, mais on s'en sert parcimonieusement parce qu'à un moment donné, ce qu'on sait qui est vrai aujourd'hui est plus vrai demain. Fait que s'il s'agit juste que moi, mon information soit un petit peu dépassée pour me le faire dire « Oh, excuse-moi, là, mais ça fait longtemps que tu n'es pas allé en, je sais pas, moi, à telle place. » Alors, valorise l'autodiagnostic des besoins et l'auto-évaluation des apprentissages. Alors, souvent, comme formateur, je vais souvent revenir à dire « Qu'est-ce que vous aviez appris de significatif? C'est quoi le petit bout de chemin que tu as fait aujourd'hui, là, durant les 3 heures? » Souvent, les premières réactions, c'est « ben, je sais pas, OK, pense-y donc. » Puis là, tranquillement, ça sort. « Ben moi, je pense que j'ai pris plus conscience de l'importance de X choses. Ben, je me suis aperçu que je ne savais pas telle chose. » Et là, les gens commencent à popper. J'appelle ça popper, là. Puis là, on dit « Ah, toi aussi, tu as appris ça. Ah, moi aussi, j'ai appris ça. » Alors, on les remet en... Donc,
l'auto-évaluation, parce que ces personnes-là, ils sont les premières responsables de leur apprentissage. Donc, c'est normal que c'est eux autres qui s'évaluent. Où j'étais, où je veux aller, qu'est-ce qui me manque, puis là, je vais travailler avec ça. Je vais le mettre beaucoup en action. C'est ce qui fait parfois qui dérange les étudiants, parce qu'ils aiment ça être assis à ne pas trop parler. D'abord, c'est gênant de dire « je ne le sais pas ». Mais nous, comme formateurs d'adultes, il y a un gros travail qu'on doit faire, c'est au niveau de la dynamique de groupe, au niveau de la capacité à développer chez les personnes, je dirais, une forme de « je suis à l'aise à dire que » devant les autres. Alors parfois, c'est « je suis à l'aise de le dire à une personne ». Des fois, je suis à l'aise de le dire à 3. Des fois, je peux prendre la parole devant tout le monde. Selon les individus, ça bouge. Mais on se rend compte que la dynamique, elle se développe. Puis que plus on avance dans le cours, plus les gens sont ouverts. Parce qu'ils sont souvent... pas facile de dire qu'on ne sait pas. Hein? L'ego en prend un coup, on dit, bien, je pensais que je savais, mais je ne sais pas. Il faut une certaine maturité pour ça. Donc, l'éducateur d'adultes utilise les expériences des apprenants comme ressources et prône l'apprentissage fondé sur l'expérience et la participation. Ce qui fait que, c'est drôle parce que ce matin, quand je suis arrivé, puis là, j'ai vu les chaises en randonnion, j'ai dit « Wow! Ça va prôner la participation, ça. » Fait que là, j'ai dit « Bon, OK, qu'est-ce qu'on va faire? » Je le savais parce qu'on en avait parlé avant. Je savais que ce serait placé probablement comme ça. Ça se déplace, des chaises. Je me suis déjà fait dire, quand j'étais conseiller, « Ouais, mais ça fait du bruit, ça dérange tout le monde. » Ouais. Et puis, est-ce que, c'est-tu pesant une chaise? On peut-tu la lever sans faire de bruit? On peut-tu les replacer quand on va être parti? Tu sais, comme, il y a quelque chose en l'ordre de... il y a quelque chose d'établi, il ne faut pas trop sortir de là, parce que sinon, on dérange la vie du collège, tu sais. Mais la vie du collège, attends un peu, là, dans ta classe, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a des gens qui sont là pour apprendre, puis de se mettre en action. Et une chose qui est assez importante, qui remet la responsabilité d'apprendre à l'apprenant lui-même. On ne lui mâche pas tout. Notre job, c'est de le faire réfléchir. Ce n'est pas de lui donner des réponses, c'est de lui donner des bonnes questions pour que lui il réfléchisse. Que lui, il confronte sa vision avec les autres. Hey, moi, je pensais que c'était ça, mais là, j'ai parlé avec Johnny, puis Johnny, il dit que c'est pas... Je l'appelle toujours Johnny. À mon exemple, c'est toujours Johnny. Alors, mais lui, il pense le contraire, puis là, on a discuté, puis on n'était pas d'accord, puis tu sais, puis oui, puis après la discussion, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, là, je me rends compte qu'il y avait un petit bout qui me manquait, puis OK, et on avance un petit peu, on avance un petit peu. Donc, l'andragogie est un peu à l'opposé de ce qu'on a appris à l'école, où on disait, bien, c'est le prof qui a la connaissance, puis là, lui, il va te le dire. Oui. Oui. Oui, oui, oui. Non. Oui, qu'est-ce que tu veux? Ben oui. Oui, oui, oui. Ben oui. Oui. Quand tu dis ça, là, ça me fait juste penser, c'est pas le thème de la conférence, mais ça me fait juste penser à tous les enjeux de l'évaluation. Depuis tout petit, on se fait dire, sois un bon élève et dis ce que je m'attends. Alors, les gens ont conçu leur modèle d'apprenant comme ça. Fait que là, ils se disent, bien, il va me le dire, tu sais. Puis s'il ne me le dit pas, bien, c'est de sa faute, tu sais. C'est de sa faute, il ne me l'a pas dit. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu pensais? C'est pour ça que nos questions, ils doivent être des questions... L'art de poser des questions, il me semble qu'il va y avoir quelque chose là-dedans, là. Il y a un atelier là-dessus. Oui, juste là. Il reste de la place. Là, je fais la pub pour les autres, là, mais allez-y. Mais c'est ça. C'est que moi, je pense qu'un andragogue, c'est l'art de poser des questions pour faire marcher le hamster de la personne. C'est pas moi qui est en train d'apprendre, c'est lui. Donc, si c'est lui, ça devrait être probablement lui qui travaille plus que moi, tu sais.
Pas dans le sens que je ne veux pas faire ma job. Ma job, là, je vais m'en occuper au niveau d'autour, du contenant, oui, du contenu et du climat. Je vais m'organiser avec ça. Je vais créer quelque chose pour que les gens puissent s'échanger et puissent grandir. Fait que ta question est très pertinente, mais l'évaluation, la peur d'être évalué, elle est présente. Puis là, on dit, mais il ne m'a pas mis une bonne note parce que je n'ai pas dit le mot qui s'attendait. Il n'y a pas tort, là. S'il n'a pas dit le mot, des fois, le prof dit, excuse-moi, mais tu n'as pas appelé ça le bon mot. Le bon mot, c'est ça. Oui, mais le sens, était-tu le bon? Est-ce que c'est de la même chose que tu voulais qu'il parle? Oui, le mot, là, il va l'apprendre à un moment donné, là, mais le sens est bon. Alors, il y a beaucoup d'enjeux, hein, de prendre un modèle comme ça. Et là, je l'ai dit, un souple et coopératif. Le grand défi du modèle andragogique, c'est de lâcher prise sur le contrôle. Dire, je n'ai pas le contrôle de tout ce qui va se passer dans la classe. J'ai le contrôle de comment ça va se passer. C'est moi qui vais amener la méthode, mais ce qui va se passer, je ne l'ai pas toujours, le contrôle. Et je vais accepter de leur donner ce contrôle-là. Ça fait en sorte que, wow, il y a comme un petit peu de déséquilibre pour l'enseignant et aussi pour les apprenants qui ne sont pas habitués à ce modèle-là. Fait que durant mes 20 quelques années d'enseignant, ben, je me suis souvent fait dire, ben, coudonc, toi, quelle sorte de prof que t'es? T'es pas comme les autres. Ben, heureusement, j'ai dit, si on était tous de même, ce serait pas bien le fun, là. Ben, moi, je suis ce que je suis, puis j'ai cette valeur-là, ou ce modèle-là, et c'est ça que je... Et c'est pour ça que ma question tantôt, c'est réfléchir sur son identité comme professionnel. Parce qu'on a le choix, comme professionnel, de choisir tel ou tel modèle. Et puis, je ne suis pas en train de vous dire que celui-là est meilleur qu'un autre. Je vous dis ce que moi, j'ai adopté, puis quel impact que ça a sur les apprenants. Alors, il y a sûrement une espèce de ligne, là, où il y a le prof qui garde le contrôle entièrement et celui complètement à l'opposé. Puis, dans cette ligne-là, là, il y a plein de nuances. Puis c'est probablement que dans cette ligne-là, il y a des gens qui se situent dans une moitié, un quart ou un trois quarts de cette ligne-là. Ce qui est dangereux, ou en tout cas l'enjeu pour le prof, et peut-être que vous vous reconnaîtrez vous-même, ou je me souviens d'avoir vu une jeune enseignante qui avait à peine 26-27 ans, puis c'était la première fois qu'elle enseignait aux adultes. Fait qu'elle arrive avec son livre, puis là, elle commence, et elle n'a même pas commencé, que ça fait de boum. Pourquoi tu nous montres ça? Là, elle n'était pas bien, là. Elle n'était pas bien. Parce qu'elle a dit, mais c'est parce que c'est dans le plan de cours, tu sais. À quoi ça sert? Oh, question, à quoi ça sert? Attends un peu, moi, y penser. Elle a été vraiment confrontée parce qu'elle s'imaginait qu'en avant d'elle, il y aurait des gens à l'écoute, de la connaissance. Mais ils n'étaient pas là, ils étaient dans leur esprit critique. À lever la main et à dire, coudonc, c'est si utile que ça de savoir une racine carrée quand je suis en logistique et transport? Pourquoi on apprend ça? Donc, je vais-tu faire quelque chose avec ça, moi, tu sais? Et là, ça l'a comme un peu ébranlé. Mais là, était dans aussi toute sa perception de son rôle qu'elle a dû modifier. Heureusement, elle a acheté l'idée de le modifier. Puis elle s'est dit, sais-tu que c'est pas si pire que ça? Mais il faut être vraiment dans ses souliers, hein, pour accepter de donner du contrôle au groupe parce qu'on ne sait jamais trop où on s'en va. Alors, le modèle andragogique, il se situe à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des questions? Commentaires? Non? Vous êtes des bons étudiants. Théoriquement, tous s'entendent pour dire que la reconnaissance de l'expérience des adultes est un fondement de l'andragogie et que c'est donc important. Mais comment en tenez-vous compte dans votre enseignement? Alors, j'aimerais ça que vous retourniez voir vos collègues et dites, comment je fais, moi, pour tenir compte? Comment ça se fait dans la vraie vie, moi? Ah, je leur dis, qu'est-ce que tu sais de ça, mettons? C'est une façon. Qu'est-ce que vous avez comme stratégie pour tenir compte de l'apprentissage, de l'expérience des adultes qui se retrouvent dans votre classe? Comment vous exploitez ça? Allez-y.
Alors, je dois vous arrêter encore. Bon, alors je vois que là, ça commence à se réchauffer. Là. Si on était ici encore une autre heure, là, plus de contrôle, pas en tout sur rien. D'accord. Alors, vous venez de discuter de ça, puis ça me fait juste penser à... Parfois, quand je faisais du perfectionnement pour les formateurs, les gens me disaient « C'est bien beau, tu peux bien parler, toi. Tu es en gestion des ressources humaines. Il n'y a pas de contenu important. T'sais. Tout le monde fait n'importe quoi. » Non, excuse-moi. C'est parce qu'il y a quelque chose, il y a des écrits là-dessus aussi, là. Mais je commence par où ils sont. Quelqu'un m'avait dit un jour, ouais, mais en comptabilité, c'est sérieux. On leur monte à faire des calculs. Tu sais, ben oui. Ben, j'ai dit, oui, sûr. Tu as raison que c'est important, la comptabilité. Mais probablement que ces gens-là, au-delà du fait que vous allez leur apprendre à mettre des passifs, des actifs et toutes ces affaires-là, d'ailleurs, je ne connais rien en comptabilité. Ces gens-là, ils ont géré un budget depuis plusieurs années. Donc, il y a quelque chose qu'ils savent sûrement que tu peux actualiser, que tu peux aller chercher, que tu peux même faire exploiter. Il y a probablement des gens là-dedans. Par exemple, j'ai déjà vu une mère de famille qui a 52 ans. Elle a eu 4 enfants, puis elle était toute seule. Elle a dû gérer, elle, certains. Financièrement, elle doit avoir tous les principes dans sa tête, certains, parce qu'elle est encore là, debout sur ses 2 pattes. Fait qu'elle a sûrement passé à travers. Juste pour vous dire qu'on peut l'exploiter, l'expérience, puis qu'il s'agit de... Je vous ai dit, je ne vous ai pas dit ça, hein, mais que je suis praticien de la créativité. Mon essai de maîtrise était là-dessus. Comment être plus créatif, là? Fait que je me dis, les profs, les enseignants, les formateurs, c'est vous qui allez devoir trouver des pistes créatives pour aller chercher ça, parce qu'il y en a plein dans la salle, dans votre salle de cours. Le temps avance, il est déjà moins 10 pour me dire de ne pas dépasser 10 heures. Hein? Donc, je vais sauter quelques petites choses, mais ça, pour moi, c'est important, par exemple, c'est que quand on dit adulte, souvent on a tendance à penser que adulte égale maturité. Non? Bon. Mais en fait, quand on parle de maturité, je ne parle pas de maturité et d'autonomie comme personne. Je vais parler de maturité dans l'apprentissage. Et là, c'est souvent ça aussi qui empêche les gens. D'ailleurs, il y a un témoignage qui en parlait. La fille a dit, moi, ce que j'ai appris, c'est de me structurer, d'apprendre à apprendre. Et souvent, c'est là que les andragogues vont amener leur petite couleur. Parce que quand ils vont détecter des difficultés, ils sont souvent liés à la façon dont la personne apprend et non sa capacité d'apprendre. En disant, bien peut-être que, on dit que le but de l'andragogie est de développer une personne responsable de sa croissance. Le formateur d'adulte peut donc inviter la personne à utiliser 4 types de stratégies. Et ça, là, quelqu'un m'a dit, si tu écris ça à quelque part, oui, vous allez avoir, à la sortie, vous allez avoir un petit document de tout ça. Et pourquoi je ne vous l'ai pas donné? Pour pas que vous soyez des bons étudiants et me répondre ce qu'elle écrit sur la feuille. Ce qui est important, c'est ce que vous dites, puis ensuite, vous pourrez faire des liens avec les recherches. Okay? Donc, on parle de stratégie affective. Qu'est-ce que c'est des stratégies affectives? C'est d'inviter la personne à identifier ses motivations, à se fixer des objectifs réalistes. 2 exemples de stratégies affectives. Il y en a plus que ça, vous allez l'avoir dans le document. L'autre, c'est des stratégies cognitives, c'est-à-dire se rappeler de ce qui sait du sujet, qu'est-ce que je sais de ça, identifier d'autres situations semblables. À quoi ça ressemble, ça, de ce que tu me parles? Souvent, les étudiants, spontanément, vont me dire, « C'est-tu comme ça? Oui, c'est à peu près comme ça. » Alors, peut-être que moi, comme enseignant aussi ou comme formateur, je peux dire, ce que vous êtes en train d'apprendre là, c'est un peu comme ça. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça? Oui. Essayez d'aller réveiller en eux des situations semblables. Parce que le grand défi d'un adulte, c'est pas d'apprendre, c'est de se transformer. On dit on fait un apprentissage de transformation. On quitte des modèles inefficaces pour aller vers des modèles efficaces. Et ça, c'est dur, parce qu'on a déjà des modèles. Et de laisser
nos façons de faire de côté pour aller vers de nouvelles, c'est un grand défi pour les personnes. Parce qu'ils disent, bien, je le faisais avant, puis j'étais correct. Oui, mais, tu sais, les choses avancent, et puis la science avance, les habitudes avancent. Je me souviens, je parle de logistique et transport parce que j'ai eu beaucoup de contacts avec ces gens-là. Puis quelqu'un me disait, mais ça fait 20 ans que je fais un job, je le sais. OK. Pourquoi tu es là? Ça se peut-tu qu'il y ait des affaires qui aient changé dans votre monde puis que tu ne sois pas à jour, mettons? Non, non. OK, on verra dans le courant de l'affaire. Fait que là, je disais au prof, avec cette personne-là, là, il va y avoir du recadrage à faire parce qu'elle est sûre qu'elle le sait. Ça, c'est tough, ça. Je suis sûr que je le sais. Comment m'en faire? C'est pas pour lui dire qu'il ne sait pas, il est sûr qu'il le sait. Donc, il y a quelque chose à travailler. Puis, avec les mois, la personne, elle s'est dit, « Hop, je pense que je ne le savais pas. Je pensais que je le savais. » Puis là, tranquillement, c'est transformé. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les adultes font un apprentissage de transformation. Oublier des vieux termes, des vieux paradigmes pour en prendre des nouveaux. Et ça, c'est assez crunchy comme... c'est un grand défi pour les formateurs et pour les personnes. La troisième stratégie, c'est les stratégies de gestion. Utiliser un agenda, la personne en a parlé dans son témoignage. Identifier des personnes qui peuvent m'aider en fonction de mes difficultés. C'est qui dans la classe qui peuvent m'aider? Ce n'est pas toujours le prof, ça peut être quelqu'un d'autre. Aller m'associer avec eux. Stratégie métacognitive, tenter de bien comprendre les compétences à acquérir. C'est quoi, qu'est-ce qu'on a à faire dans ça? Plutôt de dire, je m'en viens assister à un cours. C'est quoi l'objectif de ce cours-là? Qu'est-ce qu'il faut apprendre ici? Souvent, quand on demande aux étudiants, qu'est-ce que tu penses que tu vas apprendre de ce cours-là? Bien, je ne sais pas, tu vas me le dire. Là. OK, on prend le plan de cours. Ah non, donne-nous c'est quoi, pourquoi on est évalué? Oui, plus tard. Là, on va regarder qu'est-ce qu'on va faire dans ce cours-là. Tu sais, comme pour bien les centrer. Et aussi, acquérir les exigences de chacun de mes cours, puis s'observer lorsqu'ils travaillent. Il faut qu'on apprenne comme personne, comme adulte qui apprend à s'observer. Oh, là, à chaque fois qu'il m'arrive ça, j'ai de la misère. Comment je peux faire pour passer? Et là, aller voir l'enseignant qui, lui, peut lui donner des trucs ou dire, regarde, j'observe ton affaire, tu as l'air toujours avoir des difficultés là. Comment je peux t'aider? Puis travailler autour de ça. Donc, ces stratégies-là, ils vont être un petit peu plus explicitées là-dedans, mais notre but à nous, c'est de l'aider à développer, mais à développer son autonomie et sa croissance, sa responsabilité à lui à apprendre. Et finalement, vous avez, je vais toutes les faire apparaître et je vais vous faire un petit résumé. C'est beau, hein? J'ai appris ça dernièrement à... Mais ça va être bon, ça. Les étudiants vont aimer ça. En fait, c'est un modèle qui dit par où on passe quand on apprend. Et souvent, les gens, d'être conscients, l'apprenant qui est dans ma classe, là, je ne commence pas avec le contenu. Je dis là, je vais vous dire par où vous allez passer quand vous allez être dans ma classe, puis peut-être que ça va faire du sens pour vous. Quand on apprend, quand un adulte apprend, il passe par 3 zones importantes. La zone de confort, où il est très confortable, la zone d'apprentissage et la zone d'inconfort. La zone de confort est au moment où, ici, il ne sait pas qu'il ne sait pas. Et l'autre bout, c'est quand tu as pris la nouvelle habitude. Mais entre ça, là, il se passe quelque chose d'important. Et il rentre dans sa zone d'inconfort au moment où il arrive avec un élément qui le fait ça, là. Ça le choque. Mon Dieu, je ne savais pas que c'était ça. Là, à partir de ce moment-là, là, il commence à être déstabilisé. C'est là que nous, on entre en action pour l'aider à passer à travers ça. Et la troisième marche ici, là, il est préoccupé. Je vais-tu être capable? Oh non, je ne serai pas capable. Je ne passerai jamais à travers ça. Et là, plein de questions. J'ai peur. J'ai peur de ne pas pouvoir. Souvent, les préoccupations sont en lien avec des peurs qu'on a. Il faut s'en occuper de ça comme formateur. Il faut aller travailler ça parce qu'on n'a pas le potentiel de la personne tant qu'il est préoccupé. Puis il y a quelqu'un qui dit, quand on est préoccupé, il faut s'en occuper. Fait que nous, on peut s'en occuper. Comme Mandragore, en tout cas, c'est ce qu'on tente de faire. Et ensuite, passent les autres étapes, qui est les essais. On fait faire des essais, il apprend, il intègre, il transfère, il devient la nouvelle habitude.
Alors, c'est sûr que quand j'ai été surpris de voir comment les gens, ça avait du sens quand je leur ai montré ça, puis ils se reconnaissaient, ils disaient « Mon Dieu, je suis là, je suis rendu là, moi. » OK, si tu sais que tu es rendu là, viens me voir, ou va voir quelqu'un, mais va t'en occuper. Alors, grosso modo, là, quand on voit l'apprentissage comme un processus de changement, on peut, nous, comme andragogue, comme formateur, appelez ça comme vous voudrez, l'aider à traverser pour qu'il soit rendu où il veut être. Oui, dernière question. Ah oui, mais... Qu'est-ce que tu fais en classe si tu es trop préoccupé? Oui. Bien, en fait, souvent, je leur demande, moi, quand je commence, avez-vous des préoccupations qui vous empêchent d'être ici à 100 %? Fait que là, il y a des gens qui lèvent la main et me disent « Oui, mais mon petit est à l'hôpital. » OK. On peut-tu t'aider? Mais des fois, juste le nommer, ça fait bouh. Ça baisse la préoccupation. Fait que, il y a des stratégies qu'on peut faire justement pour aider les gens à abaisser leur taux de préoccupation. Ceci dit, je voulais juste vous souhaiter une belle journée. Vous êtes vraiment chanceux parce que dans toute ma vie de formateur, c'est la première fois qu'on réussit à réunir des formateurs d'adultes qui vont réfléchir sur leur vision de ce que c'est et de venir chercher des outils pour être encore des meilleurs formateurs. J'en suis sûr que vous êtes des très bons. Je ne vous connais pas tous personnellement, mais j'en connais quelques-uns. Alors, bonne journée, amusez-vous bien. Et puis, j'espère que le petit bout que vous allez passer avec moi va vous donner un élan pour traverser la journée. Bonjour. Merci beaucoup.